Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, le chapitre 2, la page 23b. Alors, nouvelle Mishnah, de la page 23b, une deuxième Mishnah dans cette page. Alors, cette Mishnah va nous décrire maintenant les témoins de la nouvelle lune, comment ils étaient interrogés concrètement. On va examiner finalement le témoin. Alors, Ketzad Bodkin et Taïdim. Comment est-ce qu'on a examiné les témoins? Comment étaient examinés les témoins? Alors, Zug Sheba Rishon Bodkin Oto Rishon. La paire qui arrive en premier, on l'examine en premier. Ou Machnisin et Agadol Shebahen. Et on faisait entrer le plus âgé d'entre eux. Alors, on va faire un commentaire tout de suite à propos de ça. Alors, comme dans tous les autres cas de témoignage devant un Beddin, les témoins sont interrogés séparément pour les empêcher évidemment d'adapter ensemble leurs réponses aux questions du tribunal. Et par respect pour le plus âgé des deux témoins, celui-ci est donc interrogé en premier, tout simplement. Alors, l'habitude d'interroger le plus âgé des témoins en premier ressemble à l'habitude rapportée dans Gittin 10b de faire signer le témoin le plus âgé avant le plus jeune. Bon, c'est juste un petit détail particulier ici. Il y a cette connexion, quoi. Donc, alors je répète, comment est-ce qu'on examine les témoins? La paire qui arrive en premier, on l'examine en premier, et donc on a dit, on fait entrer d'abord le plus âgé. Ve'omrim lo emor ketzad raïta et alevana. Et les membres du tribunal donc lui disent, dis-nous comment tu as vu la nouvelle lune. En gros, dis-nous ce que tu as aperçu, etc. Toi, tu as aperçu la lune, mais qu'est-ce que tu as vu, quoi? Alors, en commentaire, la Mishnah ne mentionne ici que des questions qui se rapportent à la position de la lune et à son apparence. Donc, on va voir là uniquement position-apparence. Il est toutefois évident que l'on pose aussi aux témoins les autres questions qui sont énumérées dans Sanhedrin 40a, c'est-à-dire qu'il y a une autre Gemara quelque part qui nous décrit finalement la même situation, c'est-à-dire le témoignage sur la lune avec plus de détails. Et par exemple, justement, il nous dit ici, ils demandent aussi normalement l'heure exacte à laquelle ils ont vu la nouvelle lune, l'endroit où ils étaient à ce moment-là. Et ces questions font partie en fait de l'interrogatoire auquel la Torah fait obligation de soumettre les témoins. Donc c'est par rapport à ce qui est écrit dans la Torah qu'on leur donne ces questions. Et alors tout un tas de commentateurs, je ne vais pas les citer, estiment que les questions relatives au temps et au lieu ne sont pas en fait requises par la Torah dans le cas de témoignage sur la nouvelle lune. Ce qui explique peut-être pourquoi est-ce que dans cette Mishnah, on a vraiment que la position et l'apparence. Donc, si je reprends, les membres du tribunal lui demandent, dis-nous comment tu as vu la nouvelle lune, ce que tu dis avoir aperçu. L'ifne achama ou le'achar, est-ce qu'elle était devant le soleil ou derrière le soleil? Alors, je vais finir parce qu'il y a un gros commentaire qui arrive, et comme ça on revoit ce commentaire-là. Rappelez-vous, on va revenir sur ce point particulier de devant le soleil ou derrière le soleil, et je veux dire pourquoi on va revenir sur ce point particulier même en avance, parce que c'est exactement ce qu'on avait expliqué finalement. On va peut-être refaire dans le commentaire ici ce qu'on a expliqué quelque part il y a quelques pages, dans le détail à propos de comment est-ce que la lune arrive à l'horizon, et pourquoi est-ce qu'elle arrive avant le soleil ou après le soleil, dans quel cas, etc. Bref. Alors, on continue quand même, on va finir cette Mishnah. Je reprends la Mishnah et je continue. Alors non, je ne reprends pas ici, donc voilà les questions. Dis-nous comment tu as vu la lune, sa position, est-ce qu'elle était devant le soleil ou derrière le soleil? L'Itzfona ou l'Hydroma, est-ce qu'elle était au nord du soleil ou bien au sud du soleil? Kama Hayagavoa, combien la lune était haute dans le ciel? Ou l'Ayin Hayanote, et vers où est-ce qu'elle était orientée? Vekama Hayarachav, et combien est-ce qu'elle était de large? Im amar lifne achama lo amar klum. S'il a dit qu'elle était devant le soleil, alors il n'a rien dit. En gros, son témoignage était donc nul. Ve'acharkach hayu maskinin et hasheni ou botkinoto. Ensuite, on faisait rentrer le deuxième témoin, on l'interrogeait. Im nimtseu divrehem mechuvanim edutan kayemet. Si leur parole se trouve être concordante, leur témoignage est validé. Et quand le témoignage de la première partie était effectivement validé, on interrogeait la deuxième paire sur des points de témoins sur tous les points principaux qu'on a cités. Non pas que le tribunal ait eu besoin
des autres paires de témoins. Et là, mais pour qu'ils ne sortent pas désappointés, et afin qu'ils s'habituent à venir. Donc, dans le deuxième cas de témoin, quand on a corrigé le deuxième témoin, c'est juste que c'est pas qu'on avait déjà la preuve et que c'était fini, c'était juste que si tu les rejettes et que tu ne laisses pas témoigner, pourquoi ils sont venus? Alors ils reviendront pas la prochaine fois, et la prochaine fois que l'autre père n'aura rien vu et qu'eux ils ont vu, ils vont pas revenir. Donc c'est pas une bonne chose. Alors, on va revenir donc sur tous ces points-là. On a pas mal de commentaires quand même, surtout d'un point de vue astronomique là. Donc qu'est-ce qu'on a dit alors, je vais reprendre ma petite chez moi. Comment est-ce qu'on a la petite Mishnah? Comment est-ce qu'on a examiné les étoiles? Pardon, comment est-ce qu'on a examiné les témoins en examinant les étoiles justement? La paire qui arrive en premier, on l'examine en premier. On fait rentrer le plus âgé des deux. Et les membres du tribunal lui disent, dis-nous comment tu as vu la lune. Et il répondait donc, est-ce que, alors non, il posait la question, il précisait, est-ce que c'est devant le soleil ou derrière le soleil? Est-ce que c'est au nord ou est-ce que c'est au sud? Alors, dans cette question-là particulière, devant ou derrière le soleil, alors, derrière le soleil, d'abord, c'est jamais derrière le soleil. Hein. Donc, quand il dit devant ou derrière, c'est en gros, est-ce qu'il l'a véritablement vu ou pas? Alors, on va voir ce qu'il veut dire par là. Alors, la question que l'on pose aux témoins semble se rapporter en fait à la position de la lune dans le ciel, et c'est en effet ainsi que, dans un premier temps, la Gemara comprend cette question. Elle va expliquer, hein, la Gemara, donc que devant le soleil, ça signifie en fait au nord du soleil, et derrière le soleil signifie donc au sud du soleil. Alors, c'est un peu bizarre parce que, comment dire, justement, après il te pose la question si c'est au nord ou au sud. Donc, qu'est-ce que ça veut dire devant le soleil ou derrière le soleil ici? En tout cas, évidemment, là on explique que ça ne peut pas vouloir dire devant ou derrière le soleil, puisque le soleil ne peut pas se placer devant la lune, jamais, c'est pas possible. Donc, ici c'est en réalité une question sur le nord ou le sud du soleil. C'est ça que ça veut dire. Ou peut-être l'est ou l'ouest. C'est possible aussi. Alors on va voir. Alors, mais la Gemara va démontrer que cette question est une autre signification. Alors c'est une autre, il y a une autre raison dans la Gemara. On va quand même apparemment donner quelques réponses. Rashi expose ici deux notions d'astronomie essentielles pour comprendre pourquoi devant le soleil veut dire au nord et derrière le soleil veut dire en fait au sud et non, ce que j'ai mis ici, et voilà comment il me répond Rashi, et non à l'ouest ou à l'est comme j'ai cru. Donc, alors on va revoir un peu d'astronomie sur la Lune. Alors avant de commencer, je vous rappelle juste une chose. Quand est-ce que la Lune peut être observée? Quand est-ce qu'elle disparaît, qu'elle va être observée? Il y a un moment donné, il y a le point de conjonction. Ce point de conjonction, c'est lorsque la Lune se trouve entre le Soleil, d'un côté, et la Terre, de l'autre. Et la Lune est au centre. D'accord? On a une ligne comme ça qui se crée entre le Soleil, la Lune et la Terre, où elles sont parfaitement alignées. Et il y a à un moment donné le point de conjonction. Et on a donc une période qui est avant le point de conjonction et une période qui est après le point de conjonction, qui va durer environ 24 heures. Entre l'avant de la conjonction, le molad, et après le molad, cette période de 24 heures, d'accord, eh bien on ne peut pas observer la Lune, quoi qu'il arrive, parce que le soleil est trop brillant pour qu'on puisse distinguer la lumière de la Lune. Ou le fin, alors évidemment le molad, quand il est au point précis de conjonction, la Lune n'est plus observable du tout, mais il peut y avoir un fin filet qui disparaît avant le molad et un fin filet qui apparaît après le molad. Et ce qui va se passer, c'est que ce fin filet avant et ce fin filet après n'est pas observable pendant un certain temps, et c'est ces 24 heures-là. Et on avait expliqué avec nombre de descriptions ce que ça voulait dire. Alors maintenant, il se passe qu'on est dans une période où le molad, comme le soleil et la lune sont au plus proches l'un de l'autre, eh bien, quand le soleil se couche, la lune se couche, quand le soleil se lève, la lune se lève, en quelque sorte. D'accord? Et bon, ça va dépendre si on est avant le molad ou après le molad. D'accord? Donc on a cette chose-là. Maintenant, elle se couche au coucher du soleil et elle se lève au lever du soleil. Ça veut dire que les deux meilleurs moments pour pouvoir observer la lune sont soit très tôt le matin au lever du soleil, soit juste avant la tombée de la nuit au coucher du soleil, lorsqu'elle va être légèrement décalée par rapport au soleil. D'accord? Donc ce sont les deux grands moments particuliers où c'est finalement observable. Mais, car il y a un mais. Alors on va revenir maintenant, ce mais,
justement, il faut déterminer justement qu'est-ce que ça veut dire nord et sud. Eh bien, je pense que c'est lié à ce que je viens de vous redécrire. Alors, Rashi va nous réexpliquer ça. Je vais le dire dans les mots de la Gemara, dans les mots du commentaire. Là, je l'ai fait de tête, c'est cool. Ça veut dire que j'ai bien compris ce qu'on a lu il y a quelques pages, puisque je l'ai retenu. Alors, on y va. La trajectoire du soleil au cours de la journée, pour un observateur qui se trouve en Eretz Israël, tend le matin vers le sud, du fait de la position d'Eretz Israël dans l'hémisphère nord, bien au nord de l'équateur. Donc on est au nord de l'équateur quand on habite Israël. On est d'accord? Donc la position d'Israël, de la terre d'Israël, elle est dans l'hémisphère nord. Ok? Mais on est bien au nord de l'équateur, on a dit. Alors ça veut dire quoi? Le soleil se lève donc le matin à l'est et ne monte pas en faisant un angle droit par rapport à la ligne d'horizon. En fait, en montant et en se dirigeant vers l'ouest, il tend aussi vers le sud, jusqu'à midi, où il trouve alors son point culminant dans le ciel, ce qui est aussi le point le plus au sud de sa trajectoire. À partir de midi, il amorce sa descente et se dirige vers le nord-ouest pour finalement se coucher à l'ouest. Voir la figure 1. Alors évidemment, j'ai une petite figure qui va m'aider grandement. Et de cette figure, qu'est-ce qu'on observe? Ben voilà, ils mettent un observateur au centre d'un grand cercle, on va dire au centre des 4 coins cardinaux, et finalement, eh bien, le soleil se déplace de l'est vers l'ouest. Donc le soleil, nous explique le commentateur ici, donc se dirige donc le matin vers le sud, et l'après-midi, il se dirige vers le nord. Ok? Et s'il en est de même de la Lune, et donc il en est de même de la Lune, dans sa trajectoire au cours de la journée, à savoir qu'elle part de l'est au sud, puis vers le nord, en se dirigeant vers l'ouest. Je vais beaucoup trop vite, même pour moi, avec la petite figure, il faut le saisir. Hein. Alors on revient dans cette petite période d'astronomie, mais là il nous a rajouté quelque chose en fait. Par rapport à ce qu'on a déjà expliqué, si vous avez retenu ce qu'on avait expliqué précédemment, enfin il y a quelques pages, et si vous connaissez un peu l'astronomie, en fait ce qu'il nous explique ici, c'est qu'il y a aussi un déplacement du nord au sud, d'accord, et alors, ce déplacement, c'est-à-dire qu'il y a 2 déplacements, mais il faut se rappeler qu'on est sur la Terre. Et donc, quand on est sur la Terre, ce déplacement particulier, il dépend de là où tu te trouves sur la Terre, c'est-à-dire par rapport à l'hémisphère nord ou sud. Je rappelle que la Terre est inclinée. D'accord? Et de son inclinaison va dépendre en fait comment tu vas observer du coup. Et selon où tu te trouves sur la Terre, tu vas observer le contraire suivant là où tu te trouves par rapport à l'horizon. Là, justement, comme on se trouve au nord de l'horizon et que la Terre est inclinée de telle... Alors le problème, c'est que la Terre est inclinée d'une certaine façon, mais elle est à l'opposé de son inclinaison quand on est du nord au sud, c'est-à-dire quand on se trouve selon la saison. C'est-à-dire qu'il y a une saison, on se trouve au nord, et une saison, on se trouve au sud. Est-ce que c'est le cas d'ailleurs? Ou est-ce que je dis n'importe quoi ici? Théoriquement... je ne sais pas en fait. Je viens de dire une chose, mais il est possible que ce soit une erreur. Alors je reprends. Donc, qu'est-ce qu'il nous décrit ici? Si je mets de la petite... qu'est-ce que veut nous dire Rashi en fait ici? Rashi est en train de nous faire un petit traité d'astronomie. Alors, à l'oral, c'est compliqué. Je rappelle que dans ces cas-là, dès que vous voulez faire un peu de Gemara avec finalement de l'astronomie à l'intérieur, il vaut mieux aller regarder un petit Google sur comment fonctionne la Lune à droite à gauche, hein, pour essayer ensuite de revenir et d'avoir une meilleure lisibilité de la chose sur texte. Alors je reprends. Rashi veut nous expliquer ce que signifie, hein, je rappelle, on essaye de vous expliquer ici qu'est-ce que ça veut dire quand il passe devant le soleil ou derrière le soleil. Alors la trajectoire du soleil au cours de la journée, pour un observateur qui se trouve en Eretz Israël, tend le matin vers le sud, tend le matin vers le sud, une seconde. Alors cette trajectoire en fait, elle vient du matin vers le sud, tend le matin vers le sud. Je n'ai pas compris. La trajectoire est une trajectoire qui va vers le sud.
Je ne comprends pas ce qu'il dit. En fait, le mot ici, il n'est pas clair. La trajectoire du soleil au cours de la journée pour un observateur qui se trouve en Eretz Israël tend le matin vers le sud. D'accord. Donc, on parle de la trajectoire du soleil. Donc, c'est le soleil qui se déplace. Il suit une trajectoire. Et cette trajectoire, elle va vers le sud. Vous avez compris. D'accord. Quand on est un observateur sur l'hémisphère nord. Donc, je me trouve, j'imagine, à Matmonde. Voilà. C'est une grande boule. L'hémisphère nord, c'est au-dessus de l'horizon. Je suis ici. On a le pôle nord tout au nord et le pôle sud tout en bas. D'accord? Donc, moi, je me penche comme ça sur cette boule. Hein, je me mets en situation, et il me dit que quand le matin il se lève, le soleil se lève le matin, on sait qu'il se lève à l'est, dans tous les cas. Donc le soleil se lève à l'est, et il va aller se coucher vers l'ouest, mais il tend vers le sud. C'est-à-dire, en fait, c'est le sud-ouest, en fait, en réalité. Donc, il tend vers le sud. Quand on se lève, le matin, il tend... Alors, minute. Là, il ne sait pas ce qu'il dit. Il dit ici, donc, il tend le matin vers le sud, du fait de la position d'Eretz Israël dans l'hémisphère nord, ok. Donc, le soleil se lève donc le matin à l'est et ne monte pas en faisant un angle droit par rapport à la ligne d'horizon. D'accord. Évidemment qu'il ne fait pas le trajet d'est en ouest par un angle droit. Hein, c'est pas est pur, tu vois. Mais en fait, il monte en se dirigeant vers l'ouest. Ça, on a tous compris. Donc, il part de l'est jusqu'à l'ouest, mais pas en angle droit, c'est-à-dire on n'est pas tout le temps justement au zénith. C'est ce que ça veut dire. En angle droit, ça voudrait dire qu'on serait au zénith en permanence. Mais il tend aussi vers le sud, jusqu'à midi, où il se trouve alors dans le zénith, qui est aussi le point le plus au sud de sa trajectoire. Donc en fait, il tend vers le sud, il part de l'est et il tend vers le sud. Donc vers le bas, quoi. Ok? Mais alors je ne comprends pas. Ça, vraiment, je ne comprends pas. À partir de midi, il amorce sa descente en se dirigeant vers le nord-ouest. Ça, alors il le fait à l'envers, en fait, par rapport à ce que j'avais cru. Pour se coucher finalement à l'ouest. Mais il tend vers le sud, il nous dit. Sauf que justement, dans la petite figure, ils ont mis le soleil qui est du côté du nord. Donc pourquoi est-ce qu'il tendrait vers le sud? Alors tendre vers le sud, ça veut dire simplement qu'il se lève en se dirigeant vers le sud. Il ne reste pas au nord. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il va aller vers le sud, mais il tend vers le sud. C'est-à-dire c'est une direction qui prend le chemin du sud. Il ne reste pas dans le nord. Bon, ok. Le soleil se dirige donc le matin vers le sud et l'après-midi vers le nord. Oh là là, il me casse les pieds. Bon, je ne comprends pas, parce que vis-à-vis des petits dessins qu'ils nous ont fait, ça m'embrouille. Heureusement que vous n'avez pas le dessin. Alors, finalement, il en est de même de la Lune. On a dit que la Lune, justement, à ce moment-là, ils sont plus ou moins proches, ils sont tellement proches que, finalement, la Lune va donc démarrer à l'est et au sud, puis elle va vers le nord en se dirigeant vers l'ouest. Donc, la trajectoire de la Lune est une trajectoire tout au cours de la journée qui démarre à l'est, comme le Soleil. Donc ça, c'est ce qu'on a dit, puisqu'ils sont alignés. On le voit arriver vers l'est, d'accord? Et il démarre vers le sud. À partir du est au sud. C'est ce que j'ai du mal à comprendre, c'est ce est au sud. Est au sud, c'est l'est. Pourquoi tu me dis le sud? On parle d'une trajectoire. Donc il démarre à l'est au sud, donc vers le bas, puis vers le nord en se dirigeant vers l'ouest en journée. Donc il démarre au départ vers le sud, puis il se dirige vers le nord, vers l'ouest. Bon. Alors, qu'est-ce que nous dit Rashi ici? Alors, là, c'était quel cas en fait? On était dans un cas du soleil au cours de la journée, c'est quand il se lève en réalité. Maintenant, quand la nouvelle lune commence à être visible, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir le voir le soir aux environs du coucher du soleil. Mais auparavant, on ne peut l'apercevoir qu'elle est toute fine et donc masquée par la lumière du soleil. C'est ce qu'on a vu, ça. Donc, elle suit donc la trajectoire qu'on a dit, c'est juste que la nouvelle lune est tellement fine qu'on ne peut pas la voir en plein jour, ok? Mais on ne la verra qu'à partir du moment où elle se couche. Comme on peut le voir
pardon, comme on ne peut pas voir la lune, et on ne peut la voir finalement qu'en fin d'après-midi, quand le soleil et la lune se dirigent vers le nord, ok? Par conséquent, ce qu'on appelle devant le soleil, ça signifie au nord du soleil. Et derrière le soleil signifie au sud du soleil. Donc quand on dit au nord du soleil, devant le soleil, c'est-à-dire au nord du soleil, et quand on dit derrière le soleil, ça signifie au sud du soleil. Il nous a donné une petite figure de qu'est-ce que veut dire le nord du soleil ou le sud du soleil. Alors, j'arrive pas très bien à comprendre la mécanique ici, je n'arrive pas à la faire à cause de ce nord et sud. Parce que il nous parle d'horizon ouest et d'horizon... voilà. D'accord, il se lève à l'est. Ah oui, ça y est, j'ai compris, oui. Et oui. Est et ouest, c'est en fait l'horizon. Donc nord et sud, c'est tout simplement sur les deux chemins opposés, quoi. D'accord. Et oui, il faut imaginer une sorte de croix comme ça, où tu te places sur le segment est-ouest. Et c'est d'ici que démarre l'horizon. Donc on a l'est d'un côté, l'ouest de l'autre, sur cet horizon. On a deux horizons. Si, voilà, ça y est, je le vois. Je l'ai fait à l'envers. Évidemment, quand on est un peu dyslexique, ça arrive. Donc, je me place, le soleil se lève en fait sur... Il y a deux horizons. Il y a l'horizon à l'est et l'horizon à l'ouest. Lorsque je vois le soleil se lever, c'est ce qu'on appellera l'horizon est. Lorsque je vois le soleil se coucher, c'est ce qu'ils appellent l'horizon ouest. Maintenant, cet horizon, quand vous voyez l'horizon, en fait, si je dis le soleil se lève à l'est et que je vois l'horizon, en fait, devant moi, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois en fait le segment sud-nord. L'horizon, c'est ce qui va correspondre au sud et au nord, tout simplement. Ok? Quand je suis sur la Terre, que je me place devant l'horizon, par rapport au soleil qui se lève ou au soleil qui se couche, cet horizon correspond à fait une ligne qui relie le nord et le sud, ou le sud et le nord. Si je regarde l'horizon ouest, on aura donc le sud à gauche et le nord à droite. Si je regarde, c'est-à-dire que quand je vais voir un coucher de soleil, quand vous vous placez devant le coucher de soleil, ce que vous voyez en fait, vous avez un plan qui est celui donc du soleil qui se couche, c'est-à-dire qu'il se couche dans l'ouest. Puisqu'il se couche dans l'ouest, vous pouvez déterminer où se trouve le sud et le nord. Le sud est à gauche et le nord est à droite. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le soleil se lève à l'est, donc il se lève de quel côté? Est-ce qu'il se lève du côté plutôt à droite ou plutôt à gauche? Plutôt du nord ou plutôt du sud? Quand il se lève, là, ce qu'on va observer, c'est l'horizon est. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans l'horizon est? Si je me place horizon est, j'ai donc à gauche, j'ai donc, excusez-moi, quand je me place dans l'horizon est, c'est-à-dire que devant moi, j'ai ma ligne d'horizon. Tout à l'heure, on avait dit que quand on était dans l'horizon ouest, on avait le sud à droite et le nord à gauche. Donc, l'horizon est, on a le nord à droite et le sud à gauche. Ok? Donc, le nord est à gauche, le sud est à droite. On est inversé. Donc, quand on est au lever du matin, c'est le nord qui est à gauche et c'est le sud qui est à ma droite quand j'observe le soleil devant moi. Parce que quand je l'observe devant moi, il est à l'est. On est d'accord? Donc maintenant, la trajectoire, elle n'est pas rectiligne, elle ne se fait pas en angle droit sur mon horizon que je vois. Elle va se déplacer ou par-ci ou par-là, ok? Et c'est ça en fait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle va se diriger vers plutôt le nord ou plutôt le sud. Et donc ce qui se passe, c'est que le soleil prend une direction au lever du soleil. Il prend une direction qui va aller vers ce qu'il nous a dit le matin. Il part de l'est, mais devant moi, devant mon horizon est, donc je rappelle à l'horizon est, j'ai le nord qui est à gauche et j'ai le sud qui est à droite, ok? Puisque le nord est à gauche, le sud est à droite, quand j'observe le soleil qui se lève, la question c'est par où il va. Alors il va monter, mais en se dirigeant vers le sud, c'est-à-dire vers ma droite, au lever du soleil.
Mais au coucher du soleil, il va se diriger donc vers le sud. Donc il se lève vers le nord le matin. Non, il se lève. Non. Oh. La direction. Il se dirige vers. Je répète, quand je suis devant l'horizon est. D'accord donc en montant, il se dirige vers l'ouest. Donc il tend en réalité vers le sud jusqu'à midi. Donc jusqu'à midi, il va vers le sud. C'est-à-dire, quand je suis dans mon horizon est, si vous êtes devant la mer, alors pas devant la, enfin ça dépend quelle mer vous êtes, mais par exemple si vous êtes à Deauville, c'est ça que vous observez normalement. Quoique à Deauville, c'est un angle droit. C'est pas des bons exemples. Je reprends. Donc quand je suis dans mon horizon, où j'observe le soleil qui se lève, peu importe où il se lève, je ne suis pas obligé de voir la mer. Quand je suis devant l'horizon, au niveau de l'horizon est, c'est-à-dire quand le soleil se lève à l'horizon. Quand il se lève à l'horizon, le nord, je répète, il est à ma gauche. Oui. Donc comme il est à ma gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le soleil se lève, il te dit ici, il tend vers le sud, ça veut dire qu'il va commencer à se diriger vers la droite, qui est le sud. Ok? Maintenant, il se dirige vers le sud, et puis il arrive au zénith. Quand il arrive au zénith, pour le voir se coucher, il faut que je change d'horizon. Au lieu de me mettre dans l'horizon est, je dois changer de sens, et je suis dans l'horizon ouest. Quand j'arrive dans l'horizon ouest, qu'est-ce qui se passe avec la lune? Qu'est-ce qui se passe avec le soleil? Le soleil donc va se coucher. Il se dirigeait donc vers le sud, maintenant il se dirige vers le nord, mais à l'horizon ouest, se diriger vers le nord, ça veut dire en gros, il se dirige maintenant à ma droite. D'accord? Puisque le nord est à droite devant l'horizon ouest. Voilà. Ok? L'embrouille, elle vient quand? En fait, tu dois changer d'horizon par rapport à l'imagination de comment le soleil se lève. C'est-à-dire que tu dois imaginer le soleil sur son horizon est, avec là où se trouveront les coins cardinaux par rapport à l'est. Et puis à un moment donné, quand tu arrives au zénith, évidemment, toi, comme tu vas te retourner pour faire l'observateur qui va le voir se coucher, eh bien, toi qui te retournes, bah, forcément, le sud devient le nord et le nord devient le sud puisque tu t'es retourné entièrement de 180 degrés. Bon. C'est ça. Bon, là, vous êtes dans une période... là, on va faire le commentaire qui continue, hein, qui est un peu... Alors, je continue. Quand la nouvelle lune... Alors, je vais faire juste une pause de secondes. Je reprends à cet endroit-là. Voilà. Alors, quand la nouvelle lune commence à être visible maintenant. Donc, on est... Nouvelle lune qui commence à être visible. On peut la voir le soir aux environs du coucher du soleil. Donc, quand on est aux environs du coucher du soleil, l'observateur se place devant son horizon ouest, ce qui veut dire que le nord est à ma droite et le sud est à ma gauche. Donc comme il se place du côté de l'horizon ouest, qu'est-ce qu'on observe? En fait, le soleil est en train de se coucher, mais du côté, en se dirigeant vers le nord. D'accord? C'est-à-dire que tu le vois sur cet horizon-là, il descend comme ça, il descend du sud vers le nord, puisqu'il était au sud quand il se levait. Donc il descend de sud vers le nord, on parle de la trajectoire. Il ne descend pas au nord, il descend sur l'ouest. Mais la trajectoire qu'il prend est une trajectoire, une petite courbe qui va du sud vers le nord. On est d'accord? On est d'accord. Or, la Lune, elle prend la même trajectoire. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ici? Qu'est-ce qu'il nous dit? Comme on ne peut voir la Lune qu'en fin d'après-midi, quand le Soleil et la Lune se dirigent donc vers le nord, par conséquent, devant le Soleil signifie au nord du Soleil, et derrière le Soleil signifie au sud du Soleil. Donc, quand est-ce qu'on peut le voir? On peut voir lorsque la Lune est vers le nord du Soleil, ou derrière le Soleil, qui signifie donc au sud du Soleil. Donc mais la trajectoire est la même en réalité. Ok? Alors on peut avoir différentes configurations, justement. Rashi ajoute que l'on peut déduire de la Mishnah que la nouvelle lune ne peut apparaître qu'à l'ouest et pas au sud. Car demander au témoin, dans la deuxième question, si la lune était au nord du soleil ou au sud, ne peut avoir de sens que si le soleil et la lune sont tous les deux à l'ouest. Alors que s'ils étaient au sud, on aurait dû demander si la lune est à l'est ou à l'ouest du soleil. Alors je n'ai pas compris, mais c'est toujours pareil avec moi, avec
tout ce qui est gauche, droite, etc. Il me faut un certain temps d'adaptation. Je reprends. Rashi ajoute que l'on peut déduire de la Mishnah que la nouvelle lune ne peut apparaître qu'à l'ouest et pas au sud. D'accord? La nouvelle lune ne peut apparaître au fond qu'à l'ouest et pas au sud. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Car demander aux témoins si la lune était donc au nord du soleil ou au sud ne peut avoir de sens que si le soleil et la lune sont tous les deux, en fait, à l'ouest, c'est-à-dire au moment du coucher du soleil, c'est ça. Alors que s'ils étaient au sud, on aurait dû demander si la lune est à l'est ou à l'ouest du soleil. Bien. Allez, celui qui a compris, tant mieux. J'ai à peu près compris, mais on va passer, on ne va pas trop s'attarder non plus. Donc la deuxième question qui était posée, justement, c'était maintenant, est-ce qu'elle était au nord ou au sud? Au nord ou au sud du soleil? Alors on continue dans cette explication du coup. Parce que le commentaire, il parle de ça. La nouvelle lune est visible à l'ouest aux environs du coucher du soleil. Donc, d'accord. On est en train de... D'accord. Et elle se couche peu après le coucher du soleil. Donc, le Beth Din demande au témoin s'il a vu le soleil et la lune ensemble. Si oui, la lune, et est-ce qu'elle était au nord du soleil ou au sud? En d'autres termes, en regardant vers l'ouest, la lune était-elle à droite du soleil ou à sa gauche? Tout simplement. Ok? Donc, voilà. En gros, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le Beth Din connaissait un peu le calcul qui sied à la Lune, et quand tu demandais au témoin, c'est simple, soit on a un témoin qui n'a fait qu'observer ce qu'il a vu, et donc soit il observe ce qui correspond finalement à la logique de comment la Lune se dirige à ce moment-là, au moment de Rosh Chodesh, et à ce moment-là, ça colle, tant mieux, ça colle pas, c'est qu'il a observé autre chose. D'accord? Et ça explique aussi, par exemple, vous vous rappelez, il y avait le fameux livre des intercalations, il disait que c'est un livre qui expliquait finalement comment fonctionnait la Lune, comment est-ce que se goupille la Lune. Et on avait vu que le Beth Din avait tendance à vouloir cacher ce livre, à ne pas le rendre compréhensible par tout le monde. Justement, alors, ils avaient donné là-bas une raison qui disait que le Beth Din avait peur qu'on dénigre au fond le Beth Din. Mais on peut comprendre ce dénigrement. Moi, j'avais compris le dénigrement dans un sens qui était un peu, voilà, ils avaient expliqué comme ça, à savoir que tu pouvais comprendre cette notion de dénigrement au sens où peut-être que s'il dénigre, comment il va dénigrer? C'est-à-dire que s'il déclare que Rosh Chodesh est tombé alors que d'un point de vue du calcul, c'est pas encore l'heure, alors le Beth Din dit n'importe quoi, par exemple. Bon. Mais en fait, on peut imaginer l'autre problème. On peut avoir des gens qui vont venir témoigner, tout simplement, sur la base de ce qu'ils connaissent de l'astronomie. Or ici, les gens, quand tu les laisses dans l'ignorance de cette astronomie, de comment fonctionne la Lune, ça permet au fond de faire le tri avec les vrais témoins, les faux témoins. C'est-à-dire qu'une personne qui ne connaît rien à cette astronomie, et qui vient témoigner tout simplement de la position, et toi tu sais que d'un point de vue de l'astronomie c'est possible ou pas possible, tu sauras tout de suite si le bonhomme est en train de fabuler ou pas. C'est simple. Donc tu le laisses un peu dans ce côté flou de comment fonctionne la Lune. Tu t'imposes pas en tout cas l'apprentissage de la Lune, tu imposes d'autres apprentissages qui sont plus importants. Et puis comme ça, quand quelqu'un viendra témoigner de la Lune, on saura s'il est dans une espèce de vision, qu'il n'a rien compris, qu'il a vu autre chose, il a vu un nuage, ou je sais quoi, ou qu'il a vu, ou alors qu'il a vraiment vu les choses. Parce que les questions sont précises et l'astronomie oblige d'être finalement très rigoureux au sens où, voilà, si elle apparaît à un autre endroit que ce qu'elle aurait dû être, c'est que tu n'as rien vu. Aussi simple que ça. Alors, ensuite, on a dit combien, alors dans notre Mishnah, si je reviens dans la Mishnah, il demande combien la Lune était-elle haute dans le ciel. Alors ça veut dire quoi en fait? On demande au témoin en fait d'évaluer à quelle hauteur de l'horizon se trouvait la Lune. Par exemple, est-ce qu'elle est visible à une hauteur d'homme ou à 2 hauteurs, etc. Ce genre d'évaluation, grosso modo, par rapport à l'hauteur d'homme. Combien de pouces par rapport à l'observation. Bref. Et vers où est-ce qu'elle était-elle orientée? Alors, dans quelle direction étaient orientées les cornes du croissant de Lune? Vous savez que la Lune, elle a donc des croissants, elle a le croissant qui démarre ou le croissant qui termine. La nouvelle Lune apparaît comme un croissant. Et les extrémités de ce croissant
On les appelle ça, on les appelle les cornes ou les pointes. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans le commentaire? Donc, il veut savoir si s'il observait ce croissant, hein, comment elle était orientée. L'orientation, elle se fait par ce croissant. Est-ce qu'elles sont orientées vers le nord ou est-ce qu'elles sont orientées vers le sud? Donc, on peut avoir un croissant qui s'oriente vers le nord, c'est-à-dire que les pointes sont côté nord, ou est-ce que les pointes sont côté sud? D'accord? Donc, selon qu'il est côté nord ou côté sud, eh ben, on est en train de finir la Lune ou elle démarre la Lune. Alors, il existe d'autres manières de comprendre cette question, mais on continue. Quel que soit le cas, les pointes de la Lune seront toujours à l'opposé du Soleil, nous dit la Gemara. Donc, dans la Gemara, on va voir que les pointes de la Lune, ces pointes du croissant, sont toujours opposées au Soleil. C'est bon à savoir tout ça. Hein. C'est pourquoi leur orientation seront toujours à l'opposé. Pardon, c'est pourquoi leur orientation vers le nord ou vers le sud dépendra de la position relative de la Lune par rapport au Soleil. Si la Lune est au sud du Soleil, les pointes seront orientées vers le sud. Si la Lune est au nord du Soleil, les pointes seront orientées vers le nord. Tout simplement. Donc ça, c'est l'observation uniquement. Après, le pourquoi, la compréhension du système, je me casserai bien la tête à essayer de le comprendre. On fera ça une autre fois qu'on étudiera cette Mishnah dans quelques années. Alors, on continue. Et combien était-elle large? Alors, effectivement, on demandait aux témoins d'estimer la largeur du croissant de Lune, par exemple. Est-ce qu'il avait l'épaisseur d'un grain d'orge ou plus? Et selon l'épaisseur, on savait qu'on était peut-être déjà à plus de 24 heures ou pas après le molad, par exemple, hein, certainement. Alors, on demandait aux témoins donc d'estimer ça. On continue. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? S'il a dit qu'elle était devant le soleil et il n'a rien dit. Quand il dit qu'il est devant le soleil, en fait, il n'a rien dit. Ça veut dire, nous dit ici Hartcroll que le témoignage était frappé de nullité. Alors, pourquoi? Comment cela, comme on l'a mentionné un peu plus haut tout à l'heure, hein, la nouvelle lune apparaît toujours derrière le soleil dans leur course vers le nord-ouest. Et donc, au sud de la lune. Alors, on l'a dit plus haut, la nouvelle lune, qu'est-ce qu'il raconte? Non, il ne peut pas être à la fois la nouvelle lune apparaît. Alors, je répète, la nouvelle lune apparaît toujours derrière le soleil, d'accord, dans leur course vers le nord-ouest, et donc au sud du soleil, comme quoi j'avais mal lu, c'est bien ça. J'avais dit au sud de la lune, heureusement que j'ai réagi tout de suite, et j'ai bien compris que c'était incompréhensible. Non, oui, effectivement, c'est bien ce qu'on a dit, effectivement. Donc, effectivement, ça veut dire derrière le soleil, c'est le sud du soleil. Par conséquent, si le témoin déclare avoir vu la lune devant le soleil, c'est qu'il pense qu'il est au nord. C'est là que son témoignage est faux. Puisque quand elle apparaît derrière le soleil, ça veut dire qu'elle est au sud. Donc, il ne peut pas dire qu'elle est au nord. Elle ne peut pas dire qu'elle est devant quand il dit qu'elle est au sud. Tu vois, c'est une manière de vérifier. Alors, il n'a rien dit, son témoignage est donc rejeté. C'est ainsi que qu'on aurait pu comprendre la Mishnah, a priori, quand elle dit devant le soleil ou derrière le soleil. Mais comme indiqué ci-dessus en note 26, donc en note qu'on a déjà lu tout à l'heure, hein, la fameuse explication, la Gemara expliquera cette question différemment et de ce fait la réponse sera aussi différente. En fait, on va avoir une discussion sur ce point particulier. Oh là là, il va falloir que je le refasse après. Alors, continuons. Donc ensuite, on faisait rentrer le second témoin et on l'interrogeait. Bon là c'est plus simple, on lui posait donc les mêmes questions, hein, tout simplement. Si leur parole se trouvait être concordante, alors que ça veut dire si leur témoignage s'accorde l'un avec l'autre, et aussi avec les faits établis par le calcul, donc, la Gemara expliquera plus loin qu'un petit écart pouvait être attribué tout simplement à une erreur humaine, était toléré. Donc un petit écart dans l'observation, c'est pas grave. Hein, une erreur de, je sais pas, quand il dit un grain de sésame ou un grain de blé par exemple, enfin je sais pas, donc ce genre de choses. Enfin les petites erreurs sont acceptées, erreurs humaines, mais ça dépend à quel point. Hein. Alors on continue, les témoignages donc étaient validés, si c'était concordant, ça veut dire qu'il pouvait y avoir peut-être une erreur qui a été, dite par l'autre, comme moi vous voyez que je suis un peu dyslexique, donc j'ai tendance à confondre mon sud et ma gauche, etc. Donc je pourrais décrire... qu'est-ce qui est devant moi, voilà, c'est par là, mais dès qu'on essaye de m'embrouiller avec gauche et droite, c'est fini. Alors, enfin ça dépend des états de fatigue en fait. Alors, et quand le témoignage de la première paire, donc justement, puisque ça dépend des états de fatigue pour moi, on peut imaginer un témoin qui, dans un état de fatigue, confond sa gauche et sa droite, son nord et son sud, et finit par s'embrouiller. Il témoigne, effectivement, il a bien vu ce qu'il a vu, c'est juste que
l'erreur est humaine dans la description qu'il peut en faire dans une certaine limite. Et donc, il est frappé de nullité parce qu'il a mal décrit, mais quand, on va dire 80% des descriptions concordent, on peut mettre ça sur le compte de l'erreur d'inattention. Il est fatigué, je ne sais quoi, bref. Et donc, on valide les témoignages. Alors, ensuite, il nous dit, on interrogeait donc les autres paires de témoins sur les points principaux qu'on a décrits, sans entrer dans les détails, juste les points principaux. Et pourquoi il précise le commentaire sans entrer dans les détails ici? Bah, tout simplement parce qu'on a expliqué après dans la Mishnah que c'est juste pour les habituer à revenir et ne pas qu'ils se sentent lésés d'être venus pour rien, quoi. Donc on les interroge même si on n'a plus vraiment besoin. Alors, si le tribunal ne les interrogeait pas du tout, donc c'est ce qu'il est en train de dire, il en aurait été contrarié, ils auraient eu l'impression que leur voyage n'avait servi à rien, et donc ils ne reviennent plus, même quand le témoignage aurait pu être indispensable la prochaine fois, quoi. Comme on dit, c'est Pierrot qui appelle le loup à force, on ne veut plus l'écouter, bah des fois il voit le loup vraiment, et on l'écoute quand même. Alors, je vous dis à la prochaine pour faire l'Agmara de cette Mishnah. Je ne sais pas si on la reprendra la Mishnah elle-même, on va voir, on ira rapidement peut-être. On a fait les explications astronomiques qui sont un petit peu compliquées encore. Vraiment, il faut faire tout le temps un petit topo astronomie avant de se lancer dans les descriptions de la Lune. À la prochaine.